Bonjour. Avant de prendre la parole, je vais d'abord m'excuser auprès de vous au nom de la Fondation Abbé Noël Ngwa qui nous réunit ce jour. On a eu d'énormes problèmes au niveau de la coordination. Espérons que ce retard ne provoquera pas à la longue encore de gros soucis organisationnels. Nous vous souhaitons la bienvenue à Akebe. Vous êtes ici à la fondation officielle de l'abbé Ngwangema que nous voulons effectivement mettre en place. Ce qui nous invite aujourd'hui, c'est l'ouverture des travaux qui vont accoucher la fondation Abbé Noël Ngwa. Je suis Zoué Ntougovenant, je suis Ontumo de Bitam, je parle Fontumo, du clan Essabzan, de Mongon et Sandoun, à Bitam. Je vais donner la parole aux distingués invités. Je vais d'abord rappeler ici que la première personne, sinon la première personnalité qui va prendre la parole au nom de la Fondation, c'est le professeur Simon-Pierre Mbondon. Il va lancer d'emblée un message d'ouverture et d'accueil des invités. Après Tira Simon-Pierre Mbon, nous aurons la parole de Monseigneur Basile Mbe-Ngon, ici présent. Une fois que Monseigneur Basile Mbe va terminer son allocution, nous allons donner la parole au professeur Ngou Milam. C'est le professeur Ngou Milam qui va faire le discours inaugural de notre journée. Après le professeur Ngou, il y aurait éventuellement un entracte. On va prendre un verre pour se divertir. Après le professeur Ngou, nous allons d'emblée rentrer à la conférence inaugurale numéro 1, qui sera présentée par Simon-Pierre Mbon. Le thème de la conférence sera « Que sont les écans devenus ?» La conférence va prendre la matinée et ça va s'achever avec des questions-réponses, y compris le retard qu'on a accumulé de 2 heures pratiquement, à 12h30. Après, nous suivrons les débats et les intervenants. Une fois la conférence de M. Simon-Pierre Mbon va prendre fin, nous allons d'emblée entamer avec la deuxième conférence, toujours aujourd'hui. Le thème central, c'est « Qui sommes-nous » Il sera présenté par Mme Livan Ntsamvé de l'ONG Mimban Missi. Elle est ici présente. Suivez de la question-réponse. Après, il y aura probablement des expositions et des ventes. En après-midi, ça veut dire vers 15h, 15h30, on va ouvrir les ateliers. Les ateliers, le premier portera sur l'origine du peuple écan, les lignées et les arbres généalogiques des écans. Et nous sortirons par le multiparentel des peuples écans. Cet atelier sera présenté par Tira Obiengo, ici présent. Voilà comment se déclinera la première journée de nos journées culturelles. Je ne vais plus prendre du temps. Je vais passer la parole. Qui devait prendre la parole? C'est Monseigneur Jean-Pierre Lanze.
qu'il devait prendre la parole. Mais comme vous voyez, la maladie est en train de nous dire beaucoup de choses. Et je suis donc obligé de prendre la parole en son nom. D'abord pour vous situer. Monseigneur Basile Mbengonou, à son arrivée à Libreville, a fait un projet, de très grands projets pour relever l'Église du Gabon. Pour lui, il fallait mettre l'intelligence au centre. Et pour cette raison, la santé et la culture étaient la base de la pastorale. Il nous le dira sûrement lui. Alors une petite équipe s'est réunie, formée au centre par l'abbé Noël Ngwa, Monseigneur Jean-Pierre Laranze, Monseigneur Casimir Ndomba et moi. Autour de nous, on s'est entouré pour faire essor. On a eu des difficultés énormes, si bien que le projet, je vous le dis, qu'était celui de l'archevêque est mort. On l'a tué. Et depuis 20 ans, le discours de Bavilnze ne s'entend même plus parce qu'il est mort. C'est ce qu'il voulait donner à son peuple. Aujourd'hui, nous aurions eu une grande faculté de médecine avec au moins 300 lits. Tout cela était prêt. Il manquait quelques signatures. Au moment de la signature, beaucoup d'entre nous avons demandé les 10%. Et le projet est mort. Je suis donc celui à qui ils ont confié la marche. Il fallait se former. Je me suis allé me former en éthique, en philosophie de la médecine pour comprendre ces choses-là. Malheureusement, tout est mort et on ne sait pas pourquoi, mais nous savons. Alors cette équipe a continué à travailler et à former une structure qu'on appelle le CEGARES, Centre Gabonais de Recherche en Éthique et Santé, pour réfléchir sur les questions d'éthique et sur les questions d'inculturation. Nous ne fonctionnons pas dans l'illégalité parce que nous avons reçu le récépissé définitif du ministère de l'Intérieur le 7 juillet 2006. Et depuis lors, ici même, nous avons organisé au moins 3 colloques internationaux avec les universités de Marne-la-Vallée, Lyon 3, les universités de Libreville et tous les grands conseils scientifiques. On a travaillé et nous avons publié un certain nombre d'ouvrages, une vingtaine d'ouvrages. L'abbé Noël, moi-même et d'autres encore. Aujourd'hui, l'abbé Noël est parti. Monseigneur est en train de partir. Mais le travail doit poursuivre. C'est pour cela que nous sommes là. Donc, le CEGARES va donc accueillir en son sein la fondation Noël Aimé Ngwangema. Donc la fondation est un département à l'intérieur du CEGARES. Il y a donc quelque chose de scientifique dans ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est une stratégie scientifique pour que nous ayons entre les mains la possibilité d'interroger notre culture. Je salue dans la salle le professeur Alain Eloué, directeur de l'Institut des sciences humaines et sociales. Il sait qu'en 1976, le Gabon a créé un institut de recherche qui doit s'occuper de l'homme, de le définir. L'homme gabonais, c'est qui? Mais, jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas. Parce que parfois, pour
pour aller à l'information, c'est difficile. Nous aussi, dans l'Église, on a besoin d'aller à l'information. Et pour aller à l'information, notre stratégie a été de créer la fondation Abbé Noël Ngoua à l'intérieur du Ségarès. Il ne s'agit donc pas d'un repli identitaire tel que certains voudraient le dire par la suite. Et même s'il s'agissait d'un repli identitaire, on se replie pour pouvoir aller en avant. Sur ce, je vous reçois ici, au nom du Ségarès, comme directeur du Ségarès, et en lieu et place du secrétaire général, Monseigneur Jean-Pierre Elela. Je voudrais donc vous remercier, chacun et chacune. Je vois la salle est vide, c'est normal. Parce que quand il s'agit de réfléchir, on n'est pas là. Mais je ne vois pas ici n'importe quelle tête. C'est des têtes de notre pays. Des hommes et des femmes de la pensée. Et je suis sûr qu'au sortir d'ici, nous aurons quelque chose sur laquelle nous allons pouvoir nous asseoir pour désormais penser notre... Chers frères et sœurs, la présente rencontre nous rappelle une valeur fondamentale de notre peuple, la concertation. L'éthique traditionnelle des Écans était une éthique du respect et de la vie. Et chacun se sentait concerné quand celle-ci était menacée de quelque manière que ce soit. Nous avions un sens aigu de la co-responsabilité. Chacun avait sa part de responsabilité appréciable en toutes choses, tant pour la déchéance que pour le relèvement du groupe. En des moments précis de notre histoire, le Conseil des Anciens intervenait pour rappeler nos valeurs. Les savants éveillés se retrouvaient pour faire l'état des lieux de la situation et trouver des solutions qui s'imposaient pour la survie de la communauté. C'était le sens de nos rites initiatiques étant serrer les liens, construire la société. Malheureusement, que sommes-nous devenus? Le discours, la connaissance avait pour destination d'élever l'esprit et nous pouvions avoir la prétention d'être la lumière du monde, le sel de la terre, le levain dans la pâte, comme le dit l'Évangile. On avait la fierté d'être Écans, et le reste du monde nous respectait à cause de notre grande conscience des valeurs de la fraternité et de la solidarité. Il est malheureusement surprenant que nos liens se soient défaits parce que nous avons oublié une valeur fondamentale, savoir apprécier son frère quand il fait du bien, l'encourager à aller plus loin, l'encourager à s'améliorer. Dans bien des cas, nous projetons l'obscurité de nos paroles ténébreuses sur nos propres frères et devenons sur la vie des autres notre propre amertume, notre pessimisme, notre défaillance. De plus en plus, il est difficile de voir parmi nous les Écans présenter à leurs frères un visage radieux.
Nous avons conscience que nous ne sommes rien si nous ne vivons pas conformément à notre nature. Or, la nature d'un écran, c'est de vivre en respectant ce que les valeurs que nous avons reçues des anciens et d'assumer ses frères et sa famille. Un écran ne rejette pas son frère, car nous sommes des tisserands, nous tissons le bien. Je rappelle alors qu'il est dans la nature de tout homme de trouver son bonheur en société. Il doit défendre cette société jusqu'au sacrifice de soi. L'abbé Noël était conscient de cette responsabilité d'un écran à l'endroit de son pays. En mettant sa vie en danger, il écrira « J'estime en effet que rien de ce qui touche au développement de mon pays ne m'est étranger. Que si les compatriotes demandent mon point de vue sur leur vision de la société gabonaise de demain, je me dois de répondre positivement à leur démarche. » Ce courage repose sur une pensée purement écran, certes, mais elle trouve un éclairage philosophique chez Cicéron qui nous apprend qu'il faut louer celui qui va au-devant de la mort pour la République, puisqu'il convient que notre patrie nous soit plus chère qu'à nous-mêmes. La vie de Noël Bois est donc marquée par de multiples engagements et par la vertu du courage. Donnez-moi le temps de soupirer, car un homme de mon statut doit se distinguer d'abord par l'intériorité. Je vous rappelle alors que nous sommes tous un corps et tout agir individuel est une voie ouverte à l'échec. Que vaut un général sans une armée? Lorsqu'on a la responsabilité des vies, il faut se sacrifier, mais ce sacrifice n'indique cependant aucune sacralisation de la patrie, pas plus d'aucune autre entité. C'est avec un certain cynisme que le sociologue gabonais affirmait que le Gabonais ne mérite pas que l'on meure pour lui. Ce propos est honteux pour un écran, et nous pouvons le partager n'étant pas de cet avis. Cependant, il faut de la mesure en toutes choses. Il ne faut déployer aucun fanatisme. Nous avons lutté pour la vie en étant présents au théâtre dans lequel l'homme vit, présent dans son environnement social. Tous les peuples aspirent au bonheur, tel est notre engagement social. Il faut assurer la garantie de cette vie heureuse qui n'est possible que si la vie quotidienne n'est pas perturbée. Ce n'est malheureusement pas le cas de la société gabonaise actuelle, marquée par un désenchantement culturel déplorable. La conspiration est partout et notre monde s'effondre. Nous avons besoin de ce cadre pour former les pompiers pour son renouvellement. Au début, mon épiscopat avait posé la santé et la culture la problématique fondamentale de la pastorale. Malheureusement, la graine n'a pas pris pour plusieurs raisons. La raison est que,
Fort du diagnostic de l'abbé Noël, on voit que nous souffrons des conséquences des fléaux de délation, du tribalisme et du népotisme, contribuant ainsi à asseoir tout un régime ou toute décision, toute orientation qui soit injuste et asservissante. Mais sans désespérer, je trouve en cette structure la possibilité d'espérer. Il nous faut des équipes fortes pour mettre l'intelligence au service du développement de notre pays et de la paix. Écoutons, pour terminer, ce poème de l'abbé Noël Bois. Comment avoir la paix quand on va triturant sa conscience et celle des autres? Comment avoir la paix quand la guerre, au fond du cœur, gronde, que la vie à la racine se meurt? Comment avoir la paix si l'on met des œillères à sa conscience pour ne pas lire dans les yeux des autres la détresse? Comment avoir la paix quand notre univers est si dépeuplé, si désolé? Quand nous ne rencontrons plus un visage d'homme, comment avoir la paix quand on vit dans le désert de la solitude, que l'on va soliloquant indéfiniment à perdre le cœur? Comment avoir la paix quand on va tête basse, à force de ramper, à force de reniement? Debout, l'homme se réalise. Il regarde les hauteurs et son cœur bat à la mesure de la grandeur du monde. Pour avoir la paix, l'homme ne doit pas se sentir accordé à lui-même et à son univers. En vous laissant méditer cette complainte, je rappelle notre obligation et notre devoir d'être debout. Le saint ne disait-il pas que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout? Jean-Paul II nous disait à son tour, n'ayez pas peur. En conséquence, armés d'un esprit de force, libre des écarts, ne nous laissons pas aller à la peur et à l'imposture. Sur ce, je déclare ouverte la première édition des Journées de la Femme. Je vous remercie. Vis-à-vis de cette immense personnalité. Je dis ensuite merci pour l'honneur qui m'est fait de devoir donner la vision et le sens scientifique et social de ces journées, car c'est bien là la fonction de la conférence inaugurale. Merci pour le choix porté sur ma modeste personne. Je suis ému, disais-je, car scientifique de formation, il m'est donné d'invoquer les sciences humaines, d'effleurer celles théologiques et au total de parler des sciences quotidiennement impliquées dans la pratique sociale et sociétale. Même si, quelque part, il y a un point de rencontre avec mon métier de médecin, je voudrais d'emblée solliciter votre indulgence pour les lacunes que vous aurez à constater. Je vais dire cette conférence avec les repères suivants. De l'angoisse philosophique de l'abbé Noël Nguyen, au-delà de la finitude. Pourquoi la Fondation? Bilan historique de la culture femme aujourd'hui. La Fondation peut-elle devenir une sentinelle pour le renouveau culturel des écans? Je vais essayer, autant que faire se peut,
de mettre et justifier le lien cognitif et transitionnel entre ces thématiques qui, en apparence, n'en présentent pas. Pour parler de l'abbé Noël, je ne peux pas faire mieux que mes prédécesseurs. Je ne peux pas faire mieux que le comité d'organisation. Simplement, je me souviens qu'il avait participé au Vatican II. Je me souviens des rites initiatiques gabonais à la rencontre de l'Évangile publié à Kinshasa. Je me souviens de la prêche sur l'interaction culture, grand débat de société, culture et pastorat. Je me souviens de sa contribution au débat sur les rapports Église-État. Avec sa mort, l'abbé Noël Ngwa a mis fin à son angoisse terrestre, angoisse fondamentale et philosophique de chaque être, primauté de l'existence conférant à l'individu une finalité, une finitude. Mais pour compléter Michel de Montaigne dans l'approche de ce concept et dans le cas spécifique de l'abbé Noël Ngwa, on peut parfaitement dire que cette angoisse a été encadrée et guidée selon les principes transcendants d'un système divin, mais au demeurant aussi par la recherche permanente d'un phare pour guider des choix selon une morale sociale et pour donner toujours plus de sens à l'existence. C'est donc une angoisse au-delà de la finitude. Pouvait-il en être autrement pour cet être éminemment spirituel? Dès lors, on comprend ces héritages multiformes. La société et le pays, Monseigneur l'a dit tout à l'heure, la culture femme. On peut comprendre cette angoisse sur les grands problèmes de l'heure. Ainsi donc, cet homme d'église éminemment social aura toujours revendiqué. En premier lieu, la croyance en un être suprême dont les commandements seraient universels. Il aurait revendiqué l'homme moral, disposant de valeurs fermes, le bien connaître dont le bien agir de Descartes, l'impératif catégorique de Kant, où agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle de la nature. Pourquoi la Fondation? Parfaitement renseignée sur le rôle de levier social que constitue la recherche en termes de pourvoyeuse de réponses et solutions sociétales, l'abbé Noël Ngwa Nguema et son fils, le professeur Mvam, en parfaite symbiose intellectuelle, ont d'abord imaginé le CEGARES, Centre gabonais de recherche en éthique et santé. Ensuite, voulant constituer une mémoire, une vraie perspective de travail de recherche, la Fondation a été créée pour compléter l'arsenal scientifique et culturel. Cette fondation est un outil merveilleux, laissé à la postérité pour questionner, pour proposer des solutions à travers les recherches. Une machine intellectuelle au service des autres et non du monde de l'argent, en sachant que la transcendance et l'élévation sont des valeurs auxquelles n'accèdent que les gens qui pensent à autrui. Il était conscient des grands problèmes de l'heure, problèmes incontournables, impactant sur la société avec une pression énorme. La construction de la paix pour l'amélioration du bien-être des populations et le bannissement de l'exclusion sociale. La maîtrise des savoirs pour rendre capable l'appropriation des concepts nouveaux et bâtisseurs d'universalité et d'humanité, à savoir planète positive, économie positive, démocratie planétaire, dimension culture et développement, construction de la jeunesse. Mais parce que la culture a un ascendant naturel sur l'homme, forcément elle se trouve en amont de la plupart des questionnements et la culture et Kant occupait une place importante dans ces réflexions parce que le transfert culturel et éducationnel construit la jeunesse et la société. Si cela n'est pas fait, il va y avoir un décalage entre les slogans et la réalité sociale. Ainsi, par rapport à la jeunesse, de nombreux slogans ont été consacrés à l'exemple de la jeunesse sacrée. Aujourd'hui,
On peut se demander si on a toujours réalisé et imaginé que ce slogan avait un contenu. A-t-on pris les véritables dimensions historiques, sociopolitiques et d'opportunités d'époque sur les exigences des construits pratiques sociétaux applicables? Nous les rappelons ici sans exhaustivité. Jeunesse et cybermonde, traduisant une jeunesse informée au cœur de la mondialisation. Jeunesse et mutation due à la mondialisation. Jeunesse et démocratie et développement. Jeunesse et insertion sociale. Jeunesse comme pétrole gris d'un pays, mais aussi jeunesse et citoyenneté responsable. Une jeunesse en lutte pour une véritable ambition pour le Gabon, basée sur les valeurs de travail, éthique, morale et civique. On sait que si ce fonds culturel n'est pas construit, la société part en lambeaux. Ça nous amène directement au bilan historique sur la culture femme aujourd'hui. Il faut d'emblée lever les équivoques. Cet exemple est choisi parce que c'était surtout son modèle d'études en matière de culture. Pour les indices, principes et axiomes fondamentaux, on doit beaucoup au congrès FAN de Minsk d'avoir redéfini l'ancrage naturel et historique, formalisé les concepts et assuré l'archivage. Rappels fondamentaux des fondamentaux de la culture FAN. Culture, langage et environnement. Rapports humains soumis au code moral, coutume ou tradition. Toute transgression appelant châtiment. Code moral, stabilité et tranquillité. Le caractère sacré de la personne humaine. La morale FAN. Ordre, force positive versus force négative. Bonheur versus malheur. Chapelet moral des FAN. Ne pas tuer, ne pas commettre d'homicide par jalousie, ne pas commettre de vol au préjudice du prochain, ne pas calomnier quelqu'un, ne pas mentir au préjudice d'un autre, ne jamais se marier avec une femme de parenté paternelle ou maternelle, ne jamais prendre le bien d'autrui avec la force. Phénomène typique de la culture FAN. Récit épique d'une vête, culte fondamental des ancêtres, régime matrimonial fondé sur l'exogamie, village, territoire où est enterré le placenta, territoire où les ancêtres ont planté leur demeure, corps de garde, lieu de partage, lieu de transfert éducatif, lieu d'application des règles, sentinelle en période de guerre. La gestion des événements rituels, le mariage, le deuil, la religion, le biéri, ancêtre protecteur et divinisé, besoin de vie, lutte contre les agressions multiformes et permanentes, dont la mort. Au vu de ces données et à titre comparatif, l'analyse historique renvoie à l'homme moral. L'homme moral de Kant, déjà décrit par Kant et Descartes, aux valeurs suprêmes de la vie humaine. De même, cette axiologie chez les femmes renvoie à l'éthique sociale. Quant à la reconnaissance historique de cette culture, elle fut très fortement positive. On peut citer par exemple Pastorale et intégration de la culture, de nombreux auteurs et œuvres de l'esprit consacré, la défense de cette culture par Cheikh Anta Diop, Obenga, Paul Mbabesolo, Metegmenan et bien d'autres. Défense par Picasso avec le déclenchement des recherches picturales d'art primitif à partir de masques femmes. La déclaration d'Einstein, la mythologie des femmes, est très belle et pleine d'intérêt. Par contre, le bilan sur la préservation historique est négatif. Sans prôner le ghetto culturel, nos ancêtres avaient su préserver cette culture au motif important qu'elle fut source
de stabilité et de tranquillité. Mais une telle culture ne pouvait que susciter des conflits d'intérêts, de guet-apens politico-idéologiques. Par tous les moyens, on a cherché à boucher son horizon pendant que les masques fins se vendaient en Europe et en Amérique à prix d'or. Comme le dit Xavier Cadet, elle avait déjà subi un épuisement au contact avec la civilisation occidentale et l'activité missionnaire qui avait brouillé l'originalité des légendes et des croyances. Mais l'exemple qui a le plus touché les gens de notre génération, de ma génération, fut l'invention de Ndende, sorte de surhomme mystique, chargé de détruire la puissance culturelle du Biéri dans la province du Nord au départ de Makoko. Il était dit doté de talents de détection des objets constitutifs des rites culturels. On en est encore à se demander naïvement qui a conféré cette puissance, État ou Église, puisque le Biéri était essentiellement protection contre le maléfique, contre la mort. Car on sait que la domination culturelle tue d'abord intellectuellement et que pour un peuple, la perte du transfert éducationnel signe la mort de sa culture. Théophile Obenga et Cheikh Anta Diop l'ont démontré historiquement pour l'Égypte avec l'entrée des Grecs et la dissolution progressive. Aujourd'hui, la dissolution de la culture est assez avancée, il faut le dire. Les recommandations du congrès de Mexique n'ont pas été tenues, alors on s'en remet à la fondation. La fondation peut-elle devenir une sentinelle pour la reconstruction et le renouveau culturel? Je commence ce chapitre en vous récitant 2 échanges que j'ai eus avec mon frère et ami, le professeur Mveondo, philosophe, que vous connaissez tous. Il me demandait mon avis sur cette pensée du grand Mandela. Je cite, « Il y a toujours quelque chose de positif en chacun de nous. » Fin de citation. Je lui ai fait les observations suivantes. Pour le texte de Mandela, mon point de vue est que dans le cœur de l'homme sommeille de façon dialectique la bonté et le loup. En sachant que la bonté devrait être un impératif catégorique dans le sens philosophique du terme. Mais en réalité, de quoi dépend l'expression ou le niveau d'expression de la bonté? Culture, religion, environnement de vie, organisation de la société, forme d'État, classe sociale, intérêt catégoriel. Finalement, cette expression n'est-elle pas tributaire des intérêts qui emprisonnent là ou les raisons, tributaire de l'absence de synthèse culturelle applicable dans le monde versus domination culturelle initiale? La grande difficulté n'est-elle pas dans le ratio d'expression bonté-loup, disons-nous, car dans certaines circonstances, pour ne pas dire souvent, c'est la marginalisation de l'expression de la bonté. Et à mon avis, la thérapeutique ne devrait pas être envisagée au plan individuel, mais mondial. Réside-t-elle cette thérapeutique seulement dans la gouvernance et l'économie positive, dans l'exigence non démagogique de la démocratie mondiale? Quels nouveaux organismes peuvent porter cette ambition humaine globale? Car sans cette philosophie, quels effets pour les objectifs de développement durable? Quels effets si les motivations globales ne reposent sur un fond culturel globalement partagé et positif? Le deuxième questionnement concernait la fonction des expositions culturelles, statuettes, statues, masques et autres, venant d'Afrique et venant de chez les Écans. Voici le texte de ma réponse que je lui ai faite au professeur Mveondo. Aujourd'hui, plus que jamais, s'il fallait donner un sens et du sens à cette activité culturelle particulière et en même temps universelle, c'est celui de repenser le contenu de la fonction pour éviter la superficialité exotique, coupable à travers des dispositifs mentaux volontaires ou mécaniques.
car il faut la ramener, cette fonction, à l'exigence de mutuelle reconnaissance, de rites et de symbolisme, des pratiques sociales positives en découlant, des synthèses et regards sur l'humanité, du partage et du respect mutuel. Il faut la ramener au renoncement, non seulement en termes de déni, mais aussi à la hiérarchisation culturelle. Au total, il faut revenir sur la quête permanente et perpétuelle de la compréhension et de la signification des messages profonds véhiculés originellement, mais souvent muets pour les non-initiés. Il faut disqualifier les affects et stéréotypes nourriciers des causes négatives voulues par les Occidentaux. Ces deux messages introduisent le rôle futur de la Fondation comme sentinelle. Faire des recherches sur les grandes problématiques mondiales en interface avec notre culture. Comment celle-ci peut impacter. Vendre notre culture en la hissant dans les espaces d'universalité. Interroger les points de rencontre culture et église pour rendre compatibles et naturels. Enseigner et transférer notre culture. Comprendre la dissolution des interdits et les conséquences. Le pourquoi de la régression alors que la reconnaissance implicite et explicite fut acquise. L'évolution des lieux de transfert culturel et les alternatives, les lexiques et les finalités. En conclusion, puissions-nous rendre visible et renforcer la reconnaissance en la hissant au niveau des débats de l'époque, dépoussiérer le cas échéant en justifiant par la recherche, capitaliser et préserver, préparer le prochain Minzik. Si nous n'avons pas cette ambition, ce sera vain. Préparer le prochain Minzik, faire fonctionner la sentinelle et l'esprit à Benoît Ngoc. Je vous remercie. Qui n'a pas le droit de se répandre? Qu'elle se répand aussi rapidement que les flammes d'un peu attisées par le vent. Bienvenue. Bienvenue, un monstre en bas dans le sud-ouest continental. C'est le monde où pousse l'arbre raconte, l'arbre de la connaissance et de la magie. C'est le lié dressé à l'horizon que toutes les nations regardent, explorent et observent la grâce d'Oba, lieu de pèlerinage, où l'on va à la rencontre de soi-même pour connaître les vertus du roc, du marteau et du fer. Enfermé donc dans un haut fournon ligne pour jauger la vibration de la corde de force mon concours, aka. Le grand chef Akomamba, en dessous de Namingouba, la maison des mystères. Le grand chef a lui enfermé son pays dans un rideau de roc métallitaire, inaccessible à la mort. Ici, se mêlent tradition et high-tech, se rebellent les rites et les mythes d'une vote. En tant que circuit éducatif, un vote est une vie à l'élévation, c'est l'amorce de la transcendance. Aussi, 4 grandes périodes, à l'instar des 4 grandes époques de notre histoire, marquent l'activité de mon peuple et de son art. Mais celle-ci est millénaire et ne le mon corps, au bas, et bon, voici pour vous, cher Ekong, l'hymne de la dynastie Moekana. Chepela, et là-bas, on a Dina. Je reviens tout droit, d'un bon Mamba. Et là-bas, je suis fils d'Akomamba, fils de Bélini, fils de Vilekong, et Vilekong, fils de Kana, et Kana, fils de l'autre qu'on appelle aussi, le monde comme on appelle des tambours. L'autre, fils de Tezamo, fils de Zamola, fils de Lakara, fils de Karababa, oui. C'est lui le guide messianique, frère des amis, mon père, les gars, nous sommes tous fils de mon père, fils de mon père de Komo, mon père de Komo, fils de Komamba, fils de Mambo, lui-même, fils de Mbo, le coco Pitobiye, Koumiaki, Akinos, Ngoseyo, hey yo, oulaye! Yeah! J'ai vécu des expériences dans ma vie, surtout en tant que j'arrive, où je suis ici. Vous avez ça d'ailleurs, sur vos travaux. Je ne pas toujours le cas, le temps de déclarer dans le cibo cadre, devant un cibo public ici. Donc, il y a Kobo Nimo, où le parc réservé aux indisciplinés sous les ordres nationaux. Yeah. Allah Bibo, Foulabile Bibo, Bom, bim, oulaye. Yeah. Le bon devenu mauvais, maître de l'Italie, dirige les circonscriptions les plus importantes, le pays des immortels,
Abicalique recycle en temps réel tous les déchets humains que les guerriers voulaient là recueillir parmi les mortels. Or, parmi les mortels, les hommes les plus forts ont gardé l'espoir de trouver l'élixir de l'immortalité. Et c'est par la mort qu'ils exercent leur pouvoir, font peur à leur peuple du Nord, tout ça pour mesurer leur autorité. Et ça, c'est bien le cas du Trébussy, la Nouvelle Yamota, chef du village de Namanga et de toute la tribu de Bizisima. Oh, le Trébussy, la Nouvelle Yamota est un chef rebelle qui reste à la lutte perpétuelle contre l'essence végétale naturelle. Pour ça, son régime est vraiment sévère et dictatorial. Son système est réellement despotique et impérial. Ces jeunes niveaux sont extrêmement pléthoriques vu l'effectif des détentions marginales, le feu sort lors des interpellations, des arrestations arbitraires. Ils ont fait l'annonce, tout ça pour distraire la populace par l'abrutissement des masses. Notre Trébussy chef fait tout de suite le parallèle entre la main des économies sociales aux madeleines des poubelles de l'univers carcéral. Mais bon, apparaît donc comme un univers marteau fait de roc et de fer et un motif de l'usage de Bobo, on se voit écroué dans ce parc réservé aux indisciplinés sous les ordres nationaux. Mais bon, apparaît donc comme une réplique parfaite de Bicalique, une réplique de notre Trébussy. Joyeux insipide de son suspicieux plan stratégique. Et la stratégie qui est fort, simple et efficace, c'est-à-dire c'est de traquer tous les usagers de Bobo à la trace et tout auteur de CBV, de blessures volontaires, de AVC, abus de confiance, de viol, vol, simple à craver, tout cité à la même instance, c'est-à-dire les plébiscites, ces auxiliaires de justice de Namoto au tribunal sont les premiers tortionnaires de vrais bourreaux pour subir au supplice au gardé à vue avant d'être mis au bon soin de la garde pénitentiaire. C'est bizarre, car voici leur repas cette frontière. Le prévenu, il est vivant et il maintient ses frères, phares, extraits par l'esprit dans le couloir de leur abat, leur corps de garder un véritable bunker. Oh, yeah! Illustre Bilar vivant, chef du village de l'Arna, est également le meilleur ami au plateau du train hérité Yamata Mandon, des 20 pères de la Lumani Yamata, donc des 20 chefs des Namanga et de tous les Zizima. Ce train hérité Yamata Mandon meurt par suicide. Et devant la perte d'un homme de l'honneur aussi suicide, la version officielle parle plutôt d'une overdose de Bobo et dispose d'une condamnation à l'endroit de Milan. Tous les deux sont compères et principal fournisseur et pour ce dernier de choc et d'horreur. Pour l'enfant du village de l'Orne, tout ça c'est de la drogue. Il est vivant et dit-on le neveu de la grande tribu Yenzok. Il sait que sous notre cieux, en l'occurrence chez ses oncles comme Bobo et la plante consommée par excellence au hier. Cependant, depuis son corps de garde à Worsok, au capitaine de Gomsok Bomba, c'est la combat et l'idée qu'on a fait appel à son chef des armées auquel il confiait sa responsabilité après un même rituel. L'entier, un bon nombre, arrête de se battre, Ababa, Komamba, c'est la Komamba. Tirant nerveusement sur son Bobo et les gens autour de stock demande un rapport détaillé à son chef sur les dérives autoritaires de la Lumani Yamota. La question est de savoir comment une plante créée par Dieu, Zamani Bobo lui-même, puisse être prohibée au point de porter à tête à la dignité du comité des étudiantistes. Il voulait même fouler la porte à plusieurs gardes intestines. S'il veut le déranger, on le dérangera. Il a dit ça, il faut qu'on le plie, qu'on le plie, Dieu le dit non. Parce que ce démon amorce un conflit envers le corps de tous les écrans. En effet, depuis qu'un monde ordre, tout cela s'explique car apparemment le Trébussy, la Lumani Yamota, a pour ainsi dire construit une vulgaire parodie de Bicalique et Bokaboyodo. Depuis ma station spatiale, j'ai observé Nimbo. En général, ressemble au chemin d'un État fédéral où le DPCF, le directeur central, est le prince. Oh là Nimbo, maison d'arrêt se divise en quartiers. Pour la tutelle, il faut que l'on disperse des lobby-bombs et tous ces comparses dans des blocs serrés dans des boîtes de conserve. Mais à l'écoute de ce terrible rapport, son coup sont montés si fort que toutes les extrémités de la terre et les profondeurs du ciel et des océans des mers sont tellement remuées que même l'air dans le ciel se retrouve pollué. Pollution, il y a toute la fumée de vos sorties de ses narines. C'est un vocabulaire, la zone de Monine, le Kawoyonomba. Il va faire attendre raison à Lumani Yamota, au chef du Trébussy de tous les business et de procéder à l'extraction de Bilar vivant. Et de tous ces faristes compagnons de Nimbo, cette abominable prison. Ainsi, lors de leur libération et dans la capitulation du Trébussy de la Lumani Yamota, on écrit une seule expression: adieu Nimbo, adieu la prison. Oh, la hier! La parole te répond. Qu'est-ce que tu réponds aussi rapidement que les femmes le font? Merci. Je verse des larmes de tristesse à chaque fois que je pense à toi, mon frère. Notre Père s'est dû au travail pour nous élever avec son champ de cacaoyer. Il a financé nos études du CP jusqu'à l'université.
Je m'en souviens encore comme si c'était ce matin. Je vois ces mérigueuses, sa peau écarlate sillonnée des multiples mètres sur moi. Papa se sacrifiait pour faire de nous des hommes comme il faut. Il a payé des études en Europe, s'imitant au Kogosicolo. Peut-être avant sa mort, monsieur, il nous a légué le village. Il nous a surtout recommandé de ne point oublier les autres reliques, de sauvegarder nos biens et de préserver nos us et coutumes. Mais aujourd'hui, mon désarroi provient de toi, mon frère. Je ne te reconnais plus. Au Samanéa Zaman. Tu deviens ce nouveau-né falsifié, ce nègre jugué par le monde occidental qui pense que l'Afrique ne peut être sauvée que par notre peuple. Tu n'es rien qu'un assimilé, un aliéné. Tu n'es que l'ombre de toi-même, un nègre ambulant sans contenu. Ce n'est que le verdad. Te souviens-tu de cet adage quand il dit mon enfant, gardien qui est là. Oh, ce soir tu as couché avec notre soeur. Et les trois tu as fait ta première fille. Et dans la foulée, nous avions appris que tu appartiens à une lugubre organisation. Ta maman inconvéniente. Mais toi, tu as tout rejeté. Ta femme vient des terres inconnues. Tu ne parles plus notre langue antique du peuple étant. Tu me tiens de sauvage parce que j'écoute le corion. Par exemple, tu te moques des gens qui mangent les micons. Les femmes que s'ils aiment encore, les acalangos. Qui j'entends que tu clames partout que tu es un écran. Mais quel genre d'écran es-tu donc? Y a-t-il une parodie ou est le crâne? Le mot écran vient du terme gang qui signifie respect. Dans un sens spirituel profond, écran veut dire vénération et adoration. Es-tu toujours un écran lorsque tu vénères l'argent? Es-tu toujours un écran lorsque tu pratiques des rites solo-maçonniques? Tu es tout sauf un écran. Et you are born, you are coming down. Like you know the secret. I'm going to go. Walk away in the morning, I'm going to come. Monica. Walk away in the meeting, I'm going to see. Monica. Walk away in the morning, I'm going to come. Monica. Monica. It's some funny thing you're finding. Because I'm young for Monica. I can't say you want to be some. You're important on the Monica. Son of Monica. Mangasa mayane, sae. Mangasa mayane, sae. Oza mangasa mayane, ingombe wazaye faya yango na yango mangasa mayane. Omombo ye mangasa makile, akaba yewe wazaye faya yango na yango mangasa mayane.
ni cover. The way you went on my girl. Yeah, yeah. Makara mo fonyandam pesata me. Ando. Sono wolo ransom, wala mazo. Mazo manere sene yeni boy. Ending zame. L'Afrique a besoin des vrais hommes, pas ces squelettes. Ces noirs falsifiés, ces noirs truqués par le monde occidental, qui nous parlent de morale, de la solidarité à la télévision chaque jour de la vie. Comme si tout cela pouvait exister en dehors de toute conception spirituelle de l'homme et de sa nature.